Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier, bienvenue particulièrement aux tourneurs débutants. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que l'apprentissage du tournage sur bois vous intéresse. J'ai personnellement appris le tournage sur bois sur YouTube il y a plusieurs années. Je regardais des vidéos, j'essayais de comprendre, j'essayais de faire la même chose dans mon atelier. Évidemment, les essais, les erreurs et tout ça, vous avez compris. En 2016, j'ai décidé de redonner au suivant en créant ma chaîne YouTube francophone. Et puis, chemin faisant, eh bien, les vidéos se sont accumulées. Les listes de lecture n'ont pas été entretenues, de sorte que la situation aujourd'hui, c'est plus de 200 vidéos différentes sur tous les sujets, mais c'est tout éparpillé, il n'y a aucun ordre, c'est le chaos. Il n'y a pas si longtemps, j'ai été contacté par deux personnes qui m'ont posé des questions sur le tournage. Et sans le savoir, ces personnes-là ont déclenché tout un processus de réflexion qui aboutit à ce projet-ci. Réunir en 2 ou peut-être 3 vidéos maximum la totalité des informations qu'un tourneur débutant doit avoir pour pouvoir pratiquer le tournage de façon sécuritaire et de façon agréable. Grâce aux chapitres qu'on peut maintenant avoir dans les vidéos, ben, ce sera facile pour les tourneurs d'aller directement aux chapitres qui les intéressent. Et ça, c'est un grand plus. J'ai donc mis par écrit, je me suis fait un plan de ce que je crois être nécessaire. Et puis ensuite, sur Internet, je suis allé me comparer avec des livres qui ont été écrits sur le tournage par des tourneurs reconnus. J'ai comparé nos tables de matière et puis j'ai ajusté chemin faisant et je pense arriver à une sorte de synthèse assez exhaustive pour le bénéfice de tous. Je vous invite à mettre cette vidéo dans vos favoris, comme ça vous pourrez toujours la consulter à loisir. Le tournage sur bois est une activité très plaisante, mais elle peut aussi être dangereuse, donc il convient de se protéger. Concernant les yeux, il est recommandé de porter au minimum des lunettes de sécurité, de construction, ou encore d'avoir une visière complète. Celle-ci, c'est une visière Uvex et je vous la recommande et je ne suis pas commandité, sponsorisé par personne. Je vous la recommande parce que ça fait des années que je l'utilise. Elle a toujours fait son rôle, elle m'a protégé à de nombreuses reprises. Dans les qualités de cette visière-là, elle est légère, on peut la porter toute la journée et aussi, elle protège la gorge. C'est-à-dire que lorsqu'on tourne, la gorge est protégée. J'ai connaissance d'une personne, une dame qui a partagé que son mari était décédé après avoir reçu un projectile dans la grosse veine ici, là. Et puis la personne, le tourneur, est mort au bout de son sang. Évidemment, c'est une exception et il convient d'avoir une protection adéquate. Une autre raison aussi pourquoi je vous la recommande, c'est que les morceaux sont disponibles séparément. La visière elle-même, le morceau transparent, peut être acheté à part. Alors pour nettoyer la visière, j'utilise un produit pour auto. Vous savez, ces produits pour nettoyer les phares, là. Et puis il y a comme un léger abrasif dedans. Ça graphine pas la visière. Et puis c'est parfait. Et si je devais me rééquiper, je rachèterais exactement la même visière. Faire du tournage, faire le ponçage, évidemment, ça dégage des poussières importantes en atelier. Vous devez protéger vos poumons parce que les poussières sont toxiques. Et dans les cas les plus extrêmes, ça peut donner des cancers, surtout avec les bois exotiques. Donc, moi, j'utilise ce masque 3M. C'est le modèle large. Et encore une fois, je vous le recommande parce qu'il a fait des années que je l'utilise. Et si je devais m'en acheter un autre, j'irais dans la même compagnie. Encore une fois, tous les morceaux sont disponibles séparément. Une fois ou deux par année, je le démonte entièrement et je lui fais un bon lavage avec du savon et tout. Et puis les cartouches, les filtres,
peuvent s'acheter évidemment à part. Et si vous regardez le chiffre 100, veut dire que ce filtre-là filtre 100% des particules fines. Il n'y a rien qui passe pour les particules. Si on parlait de vapeur, si on faisait en français, là, du shooting avec un fusil pulvérisateur, là, on n'est pas dans la bonne catégorie. Mais pour les poussières de bois, placo-plâtre et tout ça, c'est le truc à avoir. Mais si on souhaitait filtrer dans l'atelier aussi pour les poussières, une solution économique que moi j'ai déjà présentée, j'ai un bon ventilateur comme ça, et à l'arrière, on installe un filtre. Vous voyez, même le ruban qui servait à tenir le filtre en place. Et donc, l'air est aspiré, les poussières sont capturées, et puis la ventilation se fait. Et dans le coin de mon atelier, j'ai aussi un gros dépoussiéreur fait maison. Alors, il s'agit de filtres qui sont sur les 3 faces, donc l'air rentre à plein là-dedans. Et à l'intérieur, c'est une soufflerie de chauffage pour la maison. Au Québec, on parle d'une cage d'écureuil. Et donc, et c'est assez silencieux, il n'y a pas de... Alors, les poussières sont aspirées et c'est remarquable. Des fois, je tourne. J'ai tourné du paddock il y a un certain moment. Et puis, c'est le paddock qui est un bois rouge. Et puis, je tourne là-bas. Mais dans mon filtre, le filtre était rouge. C'est-à-dire que les poussières y vont. Il n'y a pas de raison particulière pourquoi le truc est au plafond. En fait, c'est pour dégager le plancher. À cet endroit-là, il n'y aurait rien de toute façon. C'est très pratique. Puis dans mon petit système personnel aussi, à côté de moi, autour, là, à ma gauche, j'ai un petit ventilateur domestique qui pousse les poussières loin de moi. En arrière de la caméra, j'ai un autre ventilateur qui pousse les poussières vers mon dépoussiéreur. Et le dépoussiéreur, il capture les poussières et il renvoie l'air propre de l'autre côté. Donc, théoriquement, ça fait une circulation comme ça. Bon, je dis bien théoriquement, mais il n'y a pas d'erreur en se protégeant de la poussière fine. Concernant les mains maintenant, oui, il est très recommandé d'enlever tout ce qui est bagues et bijoux. Et vous avez remarqué possiblement que moi, je ne le fais pas ou je ne le fais plus. C'est uniquement une raison de paresse. Pour enlever mon jonc, je dois utiliser du savon parce qu'il s'est serré un peu. Puis à l'usage, bon, mais c'est pas recommandé. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Vous avez peut-être déjà remarqué des tourneurs qui tournent avec des gants. Personnellement, je ne prends pas de gants, sauf dans certaines opérations. Personnellement, pour les gants, je vous recommande des gants de cyclisme. Vous voyez, on a les doigts disponibles pour les fines opérations. L'intérieur est padé. En certaines occasions, je travaille avec les gants pour protéger mes mains, mais lorsque c'est terminé, je les enlève, mais c'est un choix qui vous appartient. À mon avis, la lumière aussi est un facteur de sécurité. On veut voir clairement toutes les zones de nos pièces pour pas qu'il arrive d'accident. Et c'est particulièrement vrai lorsque les pièces, à un moment donné, sont comme irrégulières. Et lorsqu'on touche le bois, ça fait tac, 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 tac. Ça veut dire qu'il y a un contact et après, on coupe de l'air, comme on dit, on est dans le vide. Et c'est important de bien voir. Bon, alors, personnellement, j'utilise des lumières qui sont ajustables là, sur des coups flexibles. Un autre avis personnel, si vous avez la chance d'organiser votre atelier pour avoir la lumière du soleil, ça là, c'est mon rêve personnel. La lumière du soleil, c'est la meilleure lumière, c'est la meilleure couleur. Moi, je rêverais de pouvoir tourner dehors. Je rêverais de ça. Un autre facteur de sécurité, c'est la gestion des copeaux. Bien, évidemment, au tour à bois, on fait des quantités de copeaux assez importantes. Et puis, il faut le gérer. Il ne faut pas laisser aller. Je m'explique un peu.
Premièrement, le danger du feu. Alors, vous connaissez votre atelier. Si c'est rempli de bois partout et tout ça, ben, les copeaux de bois, ça prend en feu. Alors, faut avoir une vigilance à ce niveau-là. Un autre danger que les copeaux peuvent représenter, les copeaux au plancher, c'est un risque de s'enfarger. Moi, ça m'arrive à l'occasion. Alors là, j'ai un balai, j'ai aussi une pelle d'enfant, j'ai des bacs. Et puis, à l'occasion, il faut que je fasse le ménage parce que je suis en train de grandir là, sur mes copeaux. Alors, faut pas négliger cet aspect-là. Si vous tournez du bois vert et que les copeaux sont humides, on fait le ramassage, mais je vous recommande de laisser les copeaux dans des bacs ou des poubelles ouvertes. On ne veut pas mettre le couvercle là-dessus parce que vous allez faire une usine à champignons et à moisissures. Là. Personnellement, quand je tourne du bois vert, je laisse au plancher 2-3 jours. Ensuite de ça, je mets ça dans des bacs et puis ils vont sécher. Et j'ai aussi un déshumidificateur dans mon atelier qui m'assure que là, je ne suis pas en train de créer de moisissures. Mais il faut en être conscient. Le linge aussi est un facteur à considérer dans la sécurité. Parce qu'évidemment, le tour, quand il tourne, il y a un danger. Si un morceau de tissu est présenté au tour à bois, ça peut arriver qu'on se fasse ramasser. J'ai déjà vu sur YouTube, effectivement, une vidéo comme ça. Dans une usine, il y a quelqu'un qui il se fait ramasser, puis ça prend 2-3 hommes pour venir le libérer. Il n'y a pas eu de blessure, mais quand même. Vous m'avez vu porter, en fait, depuis un certain temps, je porte un gilet de cycliste. La raison, c'est que premièrement, c'est un tissu qui respire très bien. Ensuite de ça, la poussière, avec mon petit soufflet, là, je peux me dépoussiérer très facilement. Ça vient aussi au cou, ça empêche les poussières de rentrer à l'intérieur, donc ça c'est un grand plus. En arrière, on a les 3 pochettes de cycliste, donc ça peut servir pour mettre le téléphone dans mon cas, ou quelques outils, crayons ou autres. Et puis, il y a des manches longues, mais en même temps, j'ai le petit élastique, donc le risque il est minimal, mais en même temps, je suis vigilant. On essaie de ne pas faire de faux mouvements. J'apprécie énormément. Je vais confesser que quand il fait chaud, d'avoir un gilet de cyclisme avec les ventilateurs qui poussent, c'est rafraîchissant. Puis moi, ça me convient très bien. Il existe aussi des chemises de tourneur, donc vous les avez peut-être vues, il y a un bon velcro au cou. Ce sont des manches longues avec un élastique assez important au poignet. Moi, j'en ai pas, je crois que ça serait trop chaud pour moi, j'ai chaud à rien. Alors, c'est pour ça que j'en ai pas. Mais bon, c'est une question de gros bon sens aussi. Pour les cheveux longs, on les attache, on les tresse, pas de souci. Dernier item pour moi dans la sécurité en atelier, c'est l'extincteur. L'extincteur est l'outil que personne ne veut utiliser, j'en conviens, mais c'est l'outil qu'on veut avoir absolument si jamais ça dérape. L'atelier d'un tourneur, c'est un milieu où il y a du bois, où il y a probablement des produits chimiques, des produits qui prennent feu, et on veut un extincteur qui va être capable de gérer la question. Alors, cet extincteur-là, il est juste à la sortie de mon atelier. Les services de pompiers recommandent justement de mettre l'extincteur à un endroit facile d'accès et non pas dans le coin là-bas, là, en arrière de... Et puis, vous m'avez peut-être déjà vu personnellement, un hiver, entre autres, mon extincteur était dû pour un service et avant de l'apporter au service, je suis allé dehors et j'ai joué avec. C'est-à-dire que je l'ai déclenché et j'ai regardé comment ça réagissait, quel genre de situation ça donnait. Et puis, je crois que j'ai fait ça 2 fois. Et puis, avec le service, donc, on a l'étiquette pour s'assurer que tout se fait bien. Puis, voilà. Mon souhait, c'est de jamais m'en servir. Mais s'il se passe quelque chose, j'en ai un et il est prêt.
Nous voici donc au tour à bois et on va faire le tour du propriétaire, identifier les morceaux parce qu'évidemment dans la suite on va nommer des choses, expliquer des choses et on doit savoir de quoi on parle. Alors la tête du moteur, la tête du tour, il n'y a aucun souci. Ce truc-là ici, c'est la broche. C'est ici qu'on va aller insérer des poupées ou encore visser des mandrins. Ceci est la contrepointe, donc cette partie qui est ajustable, qui sert à mettre une pression. Dans mon vocabulaire, tout ceci s'appelle le porte-outils. Si on fait référence au chariot, on parle de cet appareil-là ici. Officiellement, le porte-outils, ce serait ça. Mais dans mon vocabulaire à moi, quand je vous parle du porte-outils, c'est tout ça ensemble. Ici, on a le banc ou le lit du tour. Moi, personnellement, je parle toujours du lit du tour. Voilà pour les différentes parties, tout simplement. Évidemment, dans le monde du tournage, on peut dire qu'il y a généralement deux catégories de tours. Il y a les tours grandeur nature, tels que celui que je vous ai montré, mais il y a aussi les tours d'établis qui sont faits pour être installés sur des établis, et puis tout ça. Évidemment, ça dépend un peu de l'espace disponible, ça dépend du projet qu'on veut tourner, et puis évidemment du budget. Règle générale, un tour à bois, dans les vitesses basses, souvent, on a aux environs de 600 tours minute, 600 RPM, et puis ça peut monter jusqu'à 4000 tours. C'est ça qui est normal. À ma connaissance, la presque totalité des tours utilisent des poulies à palier avec une courroie, et selon l'agencement que vous faites, bien, ça modifie la vitesse du tour. Pensez à votre vélo lorsque vous montez des côtes, vous jouez avec les vitesses et en avant, là où vous avez le pédalier, la chaîne de votre vélo va être sur le plateau le plus petit et en arrière, ça va être sur le plateau le plus grand. Votre moteur, vous tournez très vite alors que le vélo, ben, lui, il monte lentement. Et ce que vous savez, c'est que vous dépensez peu d'efforts. Le tour à bois, c'est pareil. Et c'est utile de le dire parce que un moteur de tour ne doit pas tourner trop lentement. Si vous mettez votre tour à 600 rotations, il n'y a aucun problème. Si vous descendez à 200, 100 ou en bas de 100, ça se fait. Mais il y a un mais, c'est que le moteur n'est pas fait pour tourner longtemps à ces vitesses-là et vous devez surveiller si le moteur est en train de chauffer. Ça peut être utile lorsque c'est chaud, on arrête tout ça, on fait une pause et on peut revenir. Le premier tour que j'ai eu avait une poulie extensible, c'est-à-dire qu'avec le bras de levier, on pouvait faire se rapprocher ou s'éloigner les deux disques d'aluminium et c'est ça qui faisait que la vitesse changeait. Le défaut que moi j'ai connu, c'est que la courroie, après quelques mois d'utilisation, ben, la courroie était finie parce que c'est pas gratuit. Ce mouvement-là, il n'est pas gratuit. Je vous montre maintenant mon tour, comment il est fait, puis on va vous donner aussi ma petite façon de mémoriser comment on fait pour savoir là, si je suis sur la bonne poulie. Alors mon tour One Way est équipé de deux poulies, des poulies à palier, et il y a 3 paliers sur chacune des poulies. Si j'ai une petite pièce de bois, je donne une référence, un bol ou une assiette aux environs de 30 cm de diamètre, c'est le petit palier que j'utilise. Si je suis un peu plus gros, plus lourd, je vais aller au milieu, et si c'est une pièce méga énorme et méga lourde, eh bien à ce moment-là, je vais prendre le gros palier. Alors la question qui tue, la grande question, c'est qu'est-ce que je choisis comme premier tour à bois? Un peu de mon expérience personnelle, pour des raisons qui m'échappent encore. Mon premier tour à bois est un tour acheté dans une compagnie ici au Canada. C'est un tour qui est fabriqué en Asie. Et puis, bon,
Il n'y avait rien de bon. Les morceaux n'étaient pas ajustés, n'étaient pas vis-à-vis. Alors, je me suis transformé un petit peu en machiniste pour ajuster ça. On vantait que la tête du tour tournait, qu'on pouvait tourner tous les diamètres. C'est vrai que la tête tourne, puis elle tournait aussi quand on ne le souhaitait pas. C'est ça. Ça a été une mésaventure, en fait. Toutes sortes de problèmes. J'ai fait plusieurs réparations dessus. Bref, j'en ai eu pour mon argent. Exactement. J'en ai eu pour mon argent. Cependant, j'en savais assez pour dire je veux tourner, je veux m'adonner à ça. Alors, sur YouTube, mes tourneurs préférés étaient équipés d'un one-way. Alors, j'ai fait une petite recherche. Et puis, il y avait un one-way à vendre à 167 km de chez moi, chez André Martel. Alors, j'ai acheté le tour one-way 1224. J'ai fait plusieurs années avec, souvent dans mes vieilles vidéos, c'est ce tour-là. Ça a été un monde de différence. Là aussi, je vais dire, j'en ai eu pour mon argent. Les pièces étaient stables, ajustées. C'était fantastique. À l'époque, je me disais, moi, je tournerai jamais de grosses pièces. J'étais intéressé par les petits pots. C'est ça, les petits projets, c'est ça qui m'attirait. Et j'étais convaincu que le 12-24, 12, ça veut dire 30 cm de capacité entre la broche et le lit. Donc, ça c'était le maximum. Puis 24, ça veut dire 60 cm de capacité entre les pointes. J'ai jamais tourné de barreau de galerie de ma vie. Souvent, des fois, on a dit « Ah, je vais m'acheter un tour pour faire ça ». Et bon, bref, le 12-24 a été fantastique. Et à un moment donné, j'étais prêt. J'étais prêt pour aller plus gros, et tout ça. Et donc, moi, je m'en vais sur mes 56 ans. Puis là, j'ai dit, OK, là, je me fais un cadeau. Puis, je m'achète le dernier tour. Le dernier. Et là, je suis allé chercher le monstre, donc le one-way 24-36, ça veut dire que je peux tourner. Sur un côté, je peux tourner 60 cm de diamètre, et je l'ai fait. Un 36, ça veut dire... et ça, c'est un côté du tour, parce que la tête, elle a deux broches. Donc, c'est le dernier tour que j'ai acheté. Ça répond pas à la question, ouais, mais moi, j'ai soit le budget, l'espace, peu importe, où vous êtes rendu dans votre aventure personnelle. Alors, c'est quoi le conseil? Qu'est-ce qu'on achète comme premier tour? Moi, ici, je vais vous livrer la réponse d'un tourneur australien, Richard Raffan, qui vous suggère, donc je fais pareil, je vous suggère de vous acheter un petit tour d'établi, mais un bon, une compagnie reconnue. Si vous êtes en marché, vous êtes dans le marché pour vous chercher un tour, vous allez avoir de tout. Hein. Il y a la puissance de moteur, il y a les capacités du tour en termes de diamètre et tout ça. Bon, pour ce qui est des moteurs, je vais m'abstenir de commentaires. Autre chose que je vous invite à vérifier, c'est par exemple les accessoires qui viennent avec un tour normalement. Est-ce que c'est compatible? Je m'explique. Moi, je suis au Canada et j'ai déjà expliqué qu'on est un peu bilingue ici. On a les kilogrammes et les livres, on a les centimètres et les pouces, on est les Fahrenheit et les Celsius, on est tous mélangés. Alors, juste pour la démonstration, ici, je vais être en système impérial, mais c'est juste pour vous expliquer. Alors, les accessoires qui vont se vendre pour les tours, des fois, il y a des filets qui sont faits.
Et puis ces filets-là, il faut qu'ils soient compatibles avec les choses. Alors moi ici, c'est un filet 3/4 10. Alors moi, je peux aller à la quincaillerie au coin de la rue, aller dans les boulons, puis à quelque part dans mes choses, j'ai ça. Je pourrais m'acheter des boulons et les visser ici et me faire des accessoires. Mais si vous avez une compagnie no-name avec leurs trucs un petit peu à part, vous ne serez jamais capable. Vous serez jamais... Et c'est surtout vrai pour la broche. Contrepointe, c'est un peu moins catastrophique, mais si vous avez une broche qui est connue par personne et qui n'a aucun truc qui va dessus, vous allez être très, très, très malheureux. Vous allez certainement croiser, pour les tours à bois, la question des vibrations. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien, vous mettez une pièce au tour à bois, vous mettez la vitesse au minimum pour commencer, on suppose 600 tours, et en mettant le tour en marche, eh bien, ça donne des coups. C'est ça, la vibration. Si vous vous faites suggérer, mettez du poids, alourdissez votre tour, ça se fait. Mais je l'ai fait. Moi, à l'époque, sur mon premier tour asiatique, j'ai acheté des poches de sable sec. J'en ai acheté 6. Chaque poche pesait 30 kilos, 66 livres. J'ai donc ajouté 180 kilos de poids, presque 400 livres, et ça n'a pas réglé mon problème. Et il y a une solution qui existe à ça, et la solution elle est toute simple, ça s'appelle équilibrer la pièce. Quand vous équilibrez la pièce, comme une roue de voiture qu'on va balancer, eh bien après ça, on met ça, on démarre le tour, la pièce tourne, et puis on est pas mal bon. Ça, c'est une solution de dépannage. Pour ce qui est d'équilibrer, de balancer une pièce, je vous en reparle lorsqu'on sera aux exercices pratiques et à la mise en route de tout ça. Le tour à bois est une machine particulière parce qu'elle peut travailler dans un environnement très sale. Vous aurez des pièces, il y a de la terre, il y a de l'eau, ça revole partout, ça salit partout, et il faut prendre soin. Alors, je vous change de place. Alors, à l'usage, vous allez vous rendre compte, possiblement assez rapidement, que les pièces du tour à bois ne glissent plus aussi facilement qu'avant. Ben, c'est parce que, justement, il y a de la sève de bois, il y a de l'écorce, il y a de la terre, il faut nettoyer. Première opération, une laine d'acier fine, on vient nettoyer, ça va très bien. Et on le fait aussi en dessous. Puis on le fait en dessous aussi, comme ça, et puis on maintient ça, et en dessous de la contrepointe également. À un certain niveau, vous pourriez dire, je vais mettre du WD-40, un produit répulsif d'eau qui enlève l'humidité. Je l'ai fait, mais ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, ça dégoûte, et puis on règle un problème, mais on en crée un autre. Je pourrais y aller si j'avais rapidement, là, j'ai quelque chose à faire, puis j'ai pas le temps de faire le bon nettoyage, je pourrais y aller. Il n'y a aucun souci, vous brisez rien. Si vous prenez du WD-40, vous brisez rien, il n'y a aucun souci. Un autre item à nettoyer à l'occasion, c'est ça ici. Le porte-outils. En fait, même chose, comme, bon, invisible à la caméra, mais j'ai du bois qui est venu se coller, particulièrement vrai avec du bois vert. Le bois, il vient ici, ensuite il se colle, et lorsque l'outil glisse, ben, des fois ça fait des coches, et puis ça fait, la coche qui est ici se transfère sur la pièce. Alors, même chose, une laine d'acier, ça va bien. Des tourneurs prennent de la paraffine, il n'y a pas de souci non plus. Moi, la laine d'acier, c'est suffisant. En certaines occasions, comme ce porte-outils-ci, eh ben, lui, je prends une lime à métal qui est ici. Parce que des fois, l'outil vient, ça arrive, l'outil va venir faire une coche dans le métal. Alors, à l'occasion, je prends ma lime et je viens nettoyer. Et puis, ça fait de mal à personne. Un autre item à nettoyer à l'occasion, c'est l'intérieur de la broche. Et comme c'est un endroit qui est difficile d'accès, voici une brosse à biberon. Ça, c'est très facile à trouver.
Et puis avec la brosse, on vient tout simplement rentrer ça à l'intérieur. Et avec une soufflette, on vient souffler les poussières à l'extérieur. Et ça fonctionne très, très bien. Absolument inutile de mettre quoi que ce soit à l'intérieur. Pas d'huile, rien. Pour ce qui est de la contrepointe, cet appareil-là n'a pas besoin d'entretien outre que le nettoyage. C'est ça ici, c'est le mécanisme. Alors lorsqu'on tourne, ben à l'occasion, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de débris en tout cas, on ne veut pas que ça rentre à l'intérieur, du moins le moins possible. Mais en même temps, même un tour de cette qualité-là, des fois on voit passer sur YouTube des gens qui vont la démonter pour la nettoyer et la remonter ensuite. Ça se fait. Je reviens un peu à l'entretien du lit parce que c'est ça qui se fait, à mon sens, le plus souvent. Parce qu'on aime bien que nos pièces se glissent sans effort. J'ai fait beaucoup d'essais, je vous épargne les détails. Actuellement, ce qui semble fonctionner le mieux, c'est que je nettoie avec une laine d'acier, j'enlève les résidus. Ensuite de ça, avec un linge sec, je repasse. Puis après ça, j'utilise une cire à voiture. Je viens mettre la cire. Et ça, je le fais quand ma journée de travail est terminée. Parce que pour que ce soit efficace, il faut que la cire sèche complètement. Et j'insiste complètement, si vous êtes trop pressé, ça ne marchera pas. Alors, j'étends la cire. Je fais la même chose en dessous du chariot porte-outils. Je laisse ça comme ça, et le lendemain, ou la période de travail suivante, souvent j'ai laissé ma canne sur le lit pour y penser, et là, je viens polir, c'est le mot, toujours avec un linge comme ça. Je viens polir, et puis c'est ça qui me donne un résultat le plus satisfaisant. Ça glisse bien. Puis en le faisant tous les jours, ben c'est plus pratique. Voilà pour ça. Alors je pense que ça fait le tour de l'entretien d'un tour à bois. Le point suivant, c'est l'ergonomie au tour à bois. L'ergonomie, ça veut dire être confortable au tour à bois. On doit être à la bonne hauteur si on veut éviter les mal de dos, les mal de cou et ce genre de détails. Le point de départ, eh bien la broche ici doit arriver à la hauteur de votre coude. Quand vous laissez les bras le long du corps, c'est le point de départ. Si vous êtes une petite personne et que vos coudes sont en dessous de la broche, vous devez vous fabriquer une petite plateforme, et assurez-vous de faire assez grand pour ne pas vous enfarger, afin de rejoindre la broche, que votre coude soit bien aligné avec la broche. Si au contraire, vous êtes une très grande personne, eh bien là, c'est le tour que vous devrez monter jusqu'à ce que la broche et vos coudes soient égaux. À partir de ce point-là, on commence à expérimenter. Si après quelques temps au tour à bois, vous expérimentez des douleurs, moi je crois qu'il faut élever le tour un peu. Moi, ça m'a pris plusieurs fois pour ajuster mon tour personnellement. Et à chaque fois, je crois que j'augmentais la hauteur de 5 mm. Même si au début, la broche et mon coude étaient alignés, j'ai dû monter le tour et à un moment donné, voilà, je pouvais passer des heures au tour à bois et aucune douleur à l'épaule, aucune douleur au dos. C'est le but recherché. Voilà pour cette partie. Partie suivante maintenant. On commence à penser à installer une pièce de bois ici. Et donc, c'est quels sont les accessoires disponibles pour justement prendre en serre une pièce de bois et la tourner de façon sécuritaire. L'item numéro 1 qui vient normalement avec votre tour s'appelle une poupée mobile. Mobile parce qu'on peut l'enlever. Des fois, je parle de ceci aussi comme étant une griffe. Alors, les poupées mobiles, elles ont plusieurs formes. Et puis, je commence avec cette poupée-ci. C'est la poupée qui venait avec le tour à bois. Elle n'a pas de dents ici. Et puis, la pointe qui est comme ça, je l'ai déjà peut-être montré, c'est une pointe
qui est rétractable. C'est normal, ce niveau de va-et-vient, c'est fait comme ça. On expliquera plus loin pourquoi. L'autre côté, vous avez probablement des filets. Ça vous sert à entrer une tige filetée dans la tête du tour à bois. Et à l'autre extrémité, vous pourriez mettre un écrou pour vous assurer que la pointe ne sorte pas. Personnellement, je ne l'ai jamais fait parce que quand on utilise un outil comme ça, c'est obligé, on est en compression. C'est impossible que la pièce sorte, mais quand même, ils l'ont fait. Ça peut être utile à un moment donné. Alors, les poupées mobiles s'insèrent tout simplement dans la broche. On n'a pas besoin de lubrifier, tout simplement. On s'assure qu'il n'y a pas de dépôt de poussière. Et puis, voilà, c'est installé. Justement, quand on veut la sortir, avec votre tour à bois doit venir une tige de métal. La tige de métal, on l'insère à l'autre bout de la tête et on vient pousser notre poupée, comme ça. Alors, avec mes doigts, je suis pas capable de la sortir, puis une petite poussée comme ça. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Non. Le cône qui vient ici, la pièce qui est ici, elle a la forme d'un cône et le cône est conforme à l'intérieur ici. Vérifiez avec votre manuel du fabricant. Dans mon cas ici, c'est un cône numéro 2 et ici, c'est un cône numéro 3. Bon, ça c'est une information en passant. Une autre genre de poupée, comme celle-ci, ben là, vous voyez qu'elle est équipée pour faire prendre de la traction. Donc, même phénomène, la tige est rétractable, ajustable aussi. Dans ce cas-ci, je pourrais l'étirer un peu, la rentrer un peu, c'est à ma guise. La particularité, c'est la fin ici. Cette poupée-là n'est pas faite pour venir s'insérer dans la broche. Elle est plutôt conçue pour s'insérer dans le mandrin. Je ne vous recommande pas de serrer votre poupée dans un mandrin. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour aller dans la broche. Donc, vous voyez, j'ai installé la griffe qui est conçue pour mon mandrin. Donc, ça m'évite justement de l'enlever. Et puis, c'est très pratique. Je vous invite à vous informer si c'était le genre de gadget qui vous intéresse. Assurez-vous que tout est compatible. Parce que ça, c'est la compagnie Oneway qui a fait sa griffe pour son mandrin, Oneway, etc. Parlons maintenant de la contrepointe. Eh bien, le rôle de la contrepointe, évidemment, c'est de tenir en serre une pièce de bois qu'on veut tourner. Et puis, les contrepointes, elles se vendent avec un tour, mais elles se vendent aussi à part. Moi, la poupée Oneway venait avec le tour, par défaut. À l'extrémité, nous avons une pointe, mais aussi un anneau, un cerceau. Et puis, cette pointe-là, elle s'enlève. Faire attention pour ne pas se blesser. On peut l'enlever, et puis on peut avoir le cercle tout simplement. On a juste à la remettre comme ça, et puis elle est déjà prise. La contrepointe Oneway vient avec des accessoires. Elle vient avec un cône. Vous remarquez ici les filets. Ce sont des filets standards. En impérial, c'est du 3/4-10. Alors, si vous achetez l'outil qu'il faut, vous pouvez vous faire des filets, comme j'ai fait dans ce bloc ici. Donc, avec la tige, on vient bloquer la contrepointe et on peut venir visser des outils. J'ai connaissance qu'il y a des compagnies qui font des copies du système Oneway, il n'y a pas de souci. Alors, on a le cône comme ça. Je ne suis pas commandité, je tiens à le dire. On a le grand cône. On peut l'insérer de cette manière-là. Puis, on peut l'insérer aussi de cette manière-là. Et puis, comme je disais, on peut, avec des outils pour faire les filets, on peut se faire des embouts. Moi, je m'en suis fait plusieurs. Donc, un carré, un rond, un plus pointu. Voilà. Fait que c'est extrêmement pratique. Je n'ai jamais eu de déception avec cet outil. C'est un outil très bien conçu.
Alors, un accessoire qui ne vient pas avec le tour à bois, c'est le mandrin. Le mandrin, c'est quelque chose qui est assez personnel. Dans mon cas personnel à moi, j'ai vendu mes deux tours précédents, mais j'ai toujours gardé mon mandrin. Alors, un mandrin, c'est une bonne pièce de métal. Première chose à dire, c'est qu'il y en a de toutes dimensions. Moi, ici, j'ai le plus gros mandrin de One Way. Il est assez pesant. Et puis, il est conçu pour les très, très gros ouvrages. Particularité, hein, on a déjà parlé de la compatibilité des broches. Eh bien, moi, ici, c'est une broche métrique 33 mm. Et puis, One Way, pour ses mandrins, vend l'adapteur. La pièce noire ici, c'est un adapteur qui ne fait pas partie du mandrin. Et si je devais amener mon mandrin sur un tour qui a une broche différente, eh bien, je pourrais tout simplement enlever mon adapteur. Ça, c'est mon ancien adapteur. Donc, la broche du tour était de 1 pouce, 8 filets. Et puis, si je devais aller à quelque part, ou peu importe, je pourrais enlever cet adapteur-là, remettre celui-là, et je suis bon pour tourner. Alors ça, là, c'est une vraiment belle idée de One Way. Tandis que si les filets sont à même le mandrin, ça peut arriver que si vous faites des achats de tours et tout ça, que le mandrin ne puisse pas suivre. Alors, le mandrin est un outil dont on peut se servir en compression, mais aussi en extension. Et puis, encore une fois, vendus séparément, viennent différents types de mâchoires. Alors, on a les mâchoires queue d'aronde. Elles sont lisses à l'intérieur, lisses à l'extérieur. Très bien. Elle venait avec le mandrin, quoique le mandrin peut s'acheter tout à fait à part sans les mâchoires. Encore une fois, les mâchoires ne sont pas interchangeables avec d'autres mandrins. Je ne peux pas utiliser des mâchoires Robert Sorby sur un mandrin One Way. Chaque compagnie a son petit monde. Donc, un mâchoire en queue d'aronde. J'ai des mâchoires plus fines également. Donc, elles servent pour les plus petites pièces. Les mâchoires crantées, ce sont maintenant les mâchoires que j'utilise. Elles sont crantées et à l'extérieur ici, j'ai 2 griffes qui peuvent servir justement quand on est en expansion. Très, très bonne. Je suis vendu à ces mâchoires-là maintenant. Et ici, on s'en va en de plus en plus gros diamètre. Les mâchoires sont généralement crantées, quoiqu'elles existent en format lisse également. Même procédure, cranté à l'intérieur, griffe à l'extérieur. Et puis, ça, c'est ma dernière acquisition. Elles sont énormes. Je n'ai pas souvenir de m'en être encore servi. Mais bon, on a ça. On a aussi les mâchoires Jumbo. Ce sont des mâchoires, dans mon cas, en aluminium. Et puis, on a des différentes configurations. C'est surtout utiliser ça pour faire la finition d'assiettes, le dessous des assiettes, le dessous des bols. Ça aussi, il existe plusieurs diamètres variables. Moi, ici, les mâchoires, ce sont les petites. Je crois que pleine extension, je suis capable d'aller jusqu'à 30 cm. Et il existe des mâchoires identiques, mais plus grandes, où est-ce qu'on peut tourner encore plus gros. L'accessoire que vous voyez à l'écran s'appelle la queue de cochon. Comme vous le voyez, elle permet de prendre une pièce de bois comme une vis le ferait, et il existe plusieurs modèles de vis. La compagnie Nova, ici, propose une vis qui s'installe à même les mâchoires du mandrin. C'est très pratique, ça nous évite d'enlever les mâchoires. Dans ce cas-ci, la vis s'installe directement sur la broche. Généralement, quand vous achetez un mandrin, la queue de cochon est fournie avec, ainsi qu'un ensemble de mâchoires. C'est pas mal un standard maintenant. Cependant, il existe des queues de cochon de différents diamètres et de différentes longueurs. Vous devez vérifier avec la compagnie de votre mandrin. Question suivante. Lorsqu'on monte le mandrin sur la broche, quel genre de pression doit-on mettre? Il y a 2 réponses à ça. Vous pourriez simplement l'appuyer. Quand je dis appuyer, là,
Ça veut dire voilà et pas plus que ça. Comme le mandrin tourne dans cette direction-là, c'est impossible qu'il se dévisse. Et lorsque vous voudrez l'enlever, vous devrez appliquer exactement la même pression, c'est-à-dire presque rien. D'autres tourneurs vous suggèrent de donner un petit kick, là, de donner un petit quelque chose, genre ça, là. C'est correct, mais vous devrez utiliser la même force pour l'enlever. Et là, avec mes mains, je ne suis pas capable. Il va pas. Pourquoi est-ce que des gens aiment ça? Il lui donnait un petit kick. Ben, c'est parce que si votre tour tourne à rebours, pour le ponçage, c'est très pratique. Le mandrin one-way est équipé de 2 vis de serrage sur la broche. Et ma conclusion à ça, c'est que si vous décidez de donner un petit kick, ben, faites-le tout le temps. Puis si vous choisissez de juste appuyer, faites ça tout le temps. Là, pour ce qui est de tourner à rebours, c'est votre responsabilité. Si votre tour n'est pas équipé de vis pour serrer la broche, c'est dangereux. Parce que là, si votre mandrin tourne comme ça, que vous appuyez une pression, il pourrait se dévisser, sortir de la broche et vous n'aimerez pas ça. Là, maintenant, je suis coincé. Et là, la grande question, c'est comment on fait pour sortir ça de là? Solution numéro 1, si votre tour a une griffe de blocage pour le coincer, comme là, c'est barré, ben, on peut prendre une clé et je vais devoir appuyer, donner la même force, et voilà. Je vous suggère personnellement d'utiliser toujours la même technique pour développer une routine qui sera toujours pareille. Est-ce que les mandrins ont besoin d'entretien? Oui, un peu. Est-ce qu'il y a des lubrifications à faire? Alors, devant vous, je vais faire l'entretien, le nettoyage du mandrin Stronghold de One-Way. Je dis bien la compagnie, le nom, parce que ça s'applique seulement à ce tour-là. Alors, je vais commencer par enlever l'adapteur. Pour être capable d'enlever l'adapteur, alors je vais aller à mon établi, je vais prendre 2 tournevis plats que je vais rentrer ici, là, dans les petites fentes, et doucement, délicatement, avec des marteaux, je vais le faire sortir, je reviens quand c'est fait. Bon, alors voilà, l'adapteur est enlevé, et sans surprise, ici à l'intérieur, j'ai de la poussière de bois, je vois aussi des résidus de padouk. Alors, je ne mets pas de lubrification, je laisse naturel. Étape suivante, j'ai une sorte de bague à l'intérieur que je dois enlever avec une paire de pinces. Ce sont des pinces un peu spéciales, c'est des pinces, vous allez voir, mais que je la sorte. J'ai oublié de mentionner aussi, sur le Stronghold de One-Way, les petits chariots ici, ils sont numérotés, c'est gravé. Celui-ci, le 1, 2, 3 et 4. Et ils doivent être remis dans la même configuration. On peut pas les mettre n'importe comment. Et le 1, il est gravé dans le métal. Donc, les petits chariots vont toujours au même endroit. C'est une information à savoir. 1, 2, 3, 4. Alors, avec ma pince... Bon, c'est juste qu'avec ma pince, j'étais pas assez... J'étais pas assez sorti. Donc, c'est ça la pièce. Et là, maintenant, voilà. C'est ça qui a besoin de nettoyage. Voyez-vous, les
Les petits chariots comme ça sont ici. Et là, ça ici, il y a de la poussière. Alors, on va nettoyer. L'autre côté, c'est là où la clé va. C'est moins critique. Mais encore une fois, là, ici, ouais, je ne sais pas si vous voyez, là, ici, là, la poussière est ramassée. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, le mandrin devient, coopère un peu moins, collabore un peu moins. Alors, l'idée, c'est d'aller nettoyer. Pour dire la vérité aussi, cette pièce-ci, qui frotte sur le fond, ça m'est arrivé 2 fois de lubrifier avec du silicone. Puis l'idée, c'était parce que ça grichait. Autrement dit, le métal sur métal, là, ça criait. J'aimais pas ça pour mes oreilles. Et donc, j'ai mis du silicone, j'ai essuyé, j'ai laissé sécher. Et à ce jour, ça va très bien. Alors, faudra tout nettoyer ça. Les vieilles brosses à dents et les petits pinceaux, c'est toujours utile dans l'atelier du tourneur. Ben voilà. Alors, procédure inverse, les petits chariots, je garde ça pour la fin. Alors, je remets mon truc ici. Je remets mon anneau. Comme ça. Avec le tournevis plat, on vient juste enfoncer. Encore une fois, c'est pas la meilleure table. Je vais à l'établi, je reviens. Donc, j'ai réinstallé l'adapteur. Et puis là, maintenant, vous vous souvenez, le chariot 1. Donc, ça, c'est le chariot 1 que je mets ici. Chariot 2. Chariot 3. Et chariot 4. Avec un élastique, on vient mettre une petite tension. Et là, on va embarquer les chariots sur le chemin, sur les rails. Et je commence par ouvrir celui. Oh, lui. Lui. Ensuite le 1. Et là, selon moi, je suis prêt. Si on fait mal le truc, ce qui va arriver, c'est qu'au milieu, on ne se rejoint pas. Mais si on le fait comme il faut, ça se rejoint. Fait que là, puis comme je le fais pas assez souvent, et là, je remarque, hein, mon mandrin, ça tourne très, très bien. Ça roucoule. Eh bien voilà, c'est réussi. Donc, mes chariots sont bien configurés et mon mandrin est prêt à reprendre du service. Le mandrin Stronghold est équipé également de 2 petits canaux qui accommodent une cheville de sécurité sous la mâchoire. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on installe la cheville dans son canal, eh bien, à un certain moment donné, quand on est en ouverture, eh bien, la cheville empêche les mâchoires d'ouvrir plus grand, parce que sinon, ça ferait sortir les petits chariots ici. Et donc, la sécurité, c'est évidemment, on ne veut pas enlever cette petite cheville, parce qu'avec une paire de pinces, on pourrait le faire. Puis, ce n'est pas recommandé, évidemment. Donc, on installe la cheville à l'endroit approprié, on installe les mâchoires, et à un certain niveau, on ne pourra pas ouvrir plus grand. Une autre manière de tenir les pièces de bois, ce sont les plateaux de reprise. Donc, tout simplement, ils se vissent sur la broche, et ici, vous avez les trous pour accommoder les vis. Les plateaux sont très forts si on est placé comme ça. Donc, on est dans du bois de travers. Les vis sont très fortes et ça va très bien. Ce n'est pas interdit
de fixer le plateau en bout de grain ou en bois debout. Mais là, évidemment, ça va dépendre de la longueur de notre pièce de bois, parce que le visser ici, c'est pas la situation la plus solide. Pour le petit plateau, j'utilise des vis numéro 10. Au Québec, la numéro 10, ça correspond à 4 mm de diamètre pour l'axe. Puis quand j'utilise le gros plateau, j'utilise des tire-fonds. Parce que ça, c'est pour les grosses pièces, et donc j'ai besoin de grosses vis. Alors c'est un tire-fond assez substantiel. Si je mesure entre les filets, je suis à 5 mm de diamètre. Et aussi, une recommandation, je me suis fabriqué une petite solution. Ouais, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de la cire mélangée avec de l'huile. Ma petite recette, on l'a fait au poids. Donc, j'ai 4 parties d'huile pour une partie de cire. Et puis, ça donne ce mélange-là. Vous voyez les trous, hein? C'est que surtout pour le gros plateau, ça va arriver que la pièce, elle va rester plusieurs jours vissée sur le plateau. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des vis qui s'étaient coincées, qui collaient. Alors, en mettant de la cire, c'est de la cire d'abeille, je me souviens. Alors, en mettant de la cire sur mes filets, eh bien, je suis capable plus facilement d'enlever mes vis. Puis, voilà pour cette solution-là. Je vous fais une petite présentation de mes outils de tournage. Ça, c'est ma collection complète. Vous voyez tout ce que j'ai. Donc, je vous présente les outils de tournage dans un ordre plus ou moins organisé. Les racloirs. Les racloirs, ce sont des outils, des pièces de métal plates, qui ont différentes formes et qui servent à aller donner justement une forme spéciale au bois. Alors, il y en a des pointus, il y en a des ronds, il y en a de tout ça. Ce sont les racloirs. Des fois, des outils pour couper le bois. Lui, on l'appelle le coupoir ou le ciseau à saigner. Celui-ci, c'est le grain d'orge. Dans les deux cas, c'est pour aller à l'intérieur du bois, dans la pièce, pour aller soit chercher un diamètre ou carrément pour trancher la pièce. La gouge à dégrossir, c'est celle qui est faite comme un U parfait. C'est une gouge forte. Quand on va commencer nos exercices, c'est la première gouge que nous allons utiliser. Et puis, donc, son but, c'est tout simplement de cylindrer les pièces, qu'on ait de l'écorce, de la terre, des nœuds. C'est cette gouge-là qui sert à faire le cylindre. Des gouges à profiler, on les reconnaît avec leur bout relativement pointu, et la gorge à l'intérieur n'est pas très profonde. Ce sont des gouges qui servent surtout à faire des formes concaves et convexes de toutes les dimensions. La gouge suivante, c'est la gouge à bol ou la gouge à creuser. Sa gorge est très profonde, de forme elliptique. C'est l'outil le plus versatile de l'arsenal du tourneur sur bois. Elle existe en plusieurs dimensions. Ça ici, c'est la plus grosse que j'ai. J'en ai une autre un peu plus petite et il existe encore des modèles plus petits que je n'ai pas. Les planes. La plane, ça ressemble à un racloir, mais à la différence que le bout est affûté. Un racloir, l'affûtage ne se fait pas de la même façon. Il existe la version tout à fait rectangulaire, mais il existe aussi une version ovale. Ça, c'est l'outil qui fait le plus peur au tourneur. C'est un outil qui peut planter dans le bois. Puis j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais en faisant les choses l'une après l'autre, puis en prenant son temps, il y a moyen sans problème d'utiliser la plane. Et puis surtout, quand on comprend pourquoi et comment cette plane-là plante, ben après ça, on plante et puis on fait juste « Ah », puis on continue. Ça s'apprend. Il n'y a pas de souci, ça s'apprend. Dans les outils plus spécialisés qui seront abordés dans mon cours beaucoup plus loin vers la fin, on a le crochet martel qui sert à évider en bois debout, en bout de grain. Et c'est un outil qui demande de se pratiquer
et de pratiquer et pratiquer, mais lorsqu'on le maîtrise, c'est un outil qui est absolument merveilleux. Pour le bout de grain, avant d'avoir mes crochets martels, j'avais des outils Kelton. Donc, c'est un racloir, mais beaucoup plus petit. Si je fais ça comme ça. C'est un racloir qui est beaucoup plus petit et qui est fait pour aller en profondeur. Et donc, il y a des subtilités, il faut tourner un petit peu comme ça. Depuis que j'ai mon crochet, depuis que je maîtrise le crochet, les Kelton ont pas mal pris leur retraite parce que j'en ai deux. J'ai aussi le petit Kelton en colle de cygne, donc très utile pour aller à l'intérieur, dans le coin. Alors, ma petite présentation n'est pas dans un ordre quelconque, au contraire, c'est tout désorganisé. Alors, première compagnie recommandée, Crown Tools en Angleterre. Une autre compagnie située en Angleterre est la compagnie Robert Sorby. C'est elle qui fait le mandrin Patriot également. Elle ne fait pas que des outils de tournage, mais leurs outils sont de très bonne qualité. Encore située en Angleterre est la compagnie Henry Taylor, qui détient les lignes Diamic, j'ai plusieurs de leurs outils, et la compagnie Hamlet, qui, elle aussi, est de belle qualité. Aux États-Unis, maintenant, les outils Annes Tool, du nom de famille de ce tourneur américain qui est spécialisé dans la réalisation et le tournage de chapeaux en bois. Et donc, voilà pour lui. Encore aux États-Unis et accessible pour les Canadiens, les outils D-Way Tools. D, c'est pour David. Et puis, c'est un tourneur lui-même, est un tourneur et il était insatisfait des outils disponibles à son époque et il a décidé de les fabriquer lui-même. Et puis, finalement, il a commercialisé. Très, très bonne réputation lui aussi. Je conclus cette section avec les commerçants qui disposent de ces outils. Je commence avec la France. Donc, en France, je connais deux commerces. Le commerce Bordet, et vous avez ici une de leurs pages, et ils ont pas mal d'outils. En fait, les outils Robert Sorby sont là, les outils Crown sont là, les outils Annes sont là, et ils ont leur propre ligne Bordet, que je ne connais pas, mais je soupçonne que Bordet est un peu notre Lit-Vallée au Québec. Le deuxième commerce que je connais en France s'appelle Auprès de mon arbre. Et je vous ai mis, si vous regardez dans le rectangle gris, les outils Martel sont disponibles dans ce commerce-là. Et puis, je vous ai mis aussi la petite carte parce que, je ne sais pas, le commerce a son site Internet et tout, ils font la livraison et tout. Mais je ne sais pas s'il y a plusieurs établissements auprès de mon arbre, mais je crois que ce commerce-là est dédié entièrement au tournage. Au Québec, nous avons Lit-Vallée qui fournit les outils Robert Sorby, qui fournit aussi Henry Taylor, et c'est là aussi que j'ai acheté mon ensemble de jeux d'outils économiques et je vous l'ai mis à l'écran, il est encore disponible là. Le commerce Boseby est installé au Canada. Il est en Ontario, il est en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, mais il n'est pas au Québec, mais les produits sont accessibles quand même. Je vous ai mis à l'écran les choses qui sont disponibles. Les outils Craftex sont la ligne de Boseby Tools et aussi Boseby sont assez versés dans le travail du métal. Ils ont beaucoup de tours à métaux. Situés à Montréal, le commerce Langevin et Forêt sont premièrement des fournisseurs de bois. Ils ont une section sur le tournage et là aussi, on retrouve des outils intéressants. Et on termine avec un commerce québécois, Outimag. Et je vous ai mis les marques disponibles sous ce commerce. Donc, les outils Hamlet, les outils Jet américains, One Way est là. Et Klingsport, si vous ne connaissez pas,
Ce sont des abrasifs. C'est une compagnie spécialisée dans le ponçage. Ça peut valoir le détour. Quand j'ai commencé à faire mes recherches sur l'acier, j'ai été très étonné de découvrir que les aciers, c'est comme un livre de recettes. Il y a des aciers pour tous les projets et tous les aciers ne sont pas identiques. Tout simplement pour vous dire qu'il y a des aciers qui vont être sensibles à la chaleur et ces aciers-là sont disqualifiés pour le tournage. Vous connaissez certainement l'acier inoxydable. Eh bien, cette recette d'acier, elle fait que le métal ne rouille pas au contact de l'eau et de l'humidité. La médaille d'or pour la dureté va à l'acier au carbure. Il n'y a pas d'acier plus dur que le carbure. Et en deuxième place, pour sa durabilité, pour sa résistance à la chaleur, ce sont les aciers rapides. Je dis ce sont des aciers rapides parce que selon l'intelligence artificielle, dans le monde industriel, il existe 16 nuances d'acier rapide. Là où je veux vous amener avec ça, c'est que je ne recommande pas l'achat d'outils de tournage peut-être dans les quincailleries grande surface parce que ce ne sera pas un acier rapide ou de bonne qualité ou ça va être un acier qui sera trop riche en carbone et dès qu'on va vouloir l'affûter, eh bien, l'outil va perdre sa trempe. Donc, armé de ces connaissances, on peut maintenant aborder les questions de tourets, d'affûtage et d'accessoires d'affûtage pour les outils en acier rapide. Alors, en tournage sur bois, c'est un incontournable. On doit s'équiper pour affûter nos outils. Alors, je recommande un touret comme celui-ci. Le diamètre des meules de mémoire, c'est 15 cm. C'est en plein ça. Celui-ci est un tour qui tourne à basse révolution, c'est-à-dire aux environs de 1700. Ça convient très bien. Si vous avez un touret qui tourne à vitesse normale, régulière, on doit tourner aux alentours de 3400 tours par minute. Si on a des outils en acier rapide, il n'y a pas de souci. Si on a des outils au carbone, ça ne va pas. Lorsque vous achetez votre touret, il vient avec différents types de meules. En fait, je les ai encore, des meules de ce genre-là. Pas de souci, ça se travaille. On est conscient qu'à l'usure, ces meules-là rapetissent et que ça vient changer la géométrie. On est conscient de ça. J'ai eu pour vous montrer la différence de grandeur, j'ai expérimenté à un moment donné avec une meule comme ça, mais ça, c'est la grandeur originale. Alors, à l'origine, cette meule-là avait 15 cm, mais à l'usure, justement, elle a commencé à se réduire. À la longue, nos outils sont transformés, puis on a peut-être perdu de vue l'état original. Ensuite de ça, ces meules-ci doivent à l'occasion être rectifiées avec un appareil comme ça. Donc, ma meule tourne et avec mon support, je viens rectifier, redressir ma meule et puis ça la rend parfaite pour le travail ensuite. En tournage, la meule qui fait tout. La meule qui est assez agressive pour modifier des outils, mais pour les affûter également, c'est la meule de grain 80. Si on doit en avoir rien qu'une, c'est la meule 80. La grande innovation des dernières années, ce sont les meules CBN. C'est donc une particule qui est collée sur une plaque de métal. Ce sont des meules qui ne se réduisent pas. Puis, elles existent en différentes... Bon, j'ai 15 cm ici, mais il y a aussi plus gros encore. Et puis, encore une fois, la meule 80, c'est la meule qui va partout. Moi, ici, j'ai une meule 80 et ici, une meule 180. Et si vous deviez vous acheter une seule meule CBN, c'est la meule 80. Avec ça, vous ferez tout. La meule 180 qu'il y a ici, elle ne sert qu'à rafraîchir l'affûtage de mes outils
Et puis quelques touches et ensuite de ça, on retourne tourner. Ce système-là me satisfait amplement. Je n'ai aucune ambition de changer quoi que ce soit. Ça convient, ça fait le travail. Et voilà pour ça. Évidemment, l'affûtage ne se fait pas à main levée à moins que vous soyez un expert, ce qui est le cas. Des tourneurs professionnels et experts font leur affûtage à main levée. Moi, j'utilise le système One Way. Et si vous faites le cours avec moi, je vais utiliser ce système-là pour l'affûtage et je vais vous donner mes trucs avec ce système-là. Je vous encourage donc à avoir quelque chose qui est très ressemblant. Encore une fois, sur YouTube, il y a des gens qui se sont bricolés leur système. On voit comment ils ont fait. Puis moi, j'ai choisi d'acheter le tout. Alors, dans les accessoires, vous avez ce que moi j'appelle la pochette. C'est donc un appareil qui vient comme ça. On le bloque et à partir de ce moment-là, l'idée, c'est de mettre le manche dans la pochette et on vient ensuite s'assurer que le tranchant touche le plus parfaitement possible à la meule et puis on fait comme ça. On a aussi la plateforme. Dans mon cas, c'est avec ça que je travaille le plus. Alors évidemment, la plateforme, elle est ajustable, avant, arrière. Puis la façon de faire, je prends par exemple un racloir et puis je viens j'ai pour habitude de placer ma plateforme le plus proche possible de ma meule. Et puis comme ça ici, je viens faire mon affûtage. Vendu à part également pour One Way, il y a le Vari-Grind. Le Vari-Grind, c'est pour les affûtages plus complexes. Certaines gouges, dont la gouge à bol. Donc là, j'ajuste rien. Alors, c'est l'idée d'insérer la gouge dans le support. La patte du support vient dans la pochette. On a l'angle parfait. Et ensuite de ça, ça nous permet de tourner de manière égale chaque côté. Et puis avec des petits gabarits qu'on se fera le temps venu, on aura moyen d'ajuster notre système pour que chaque affûtage soit identique. En complément d'affûtage, il existe aussi des accessoires, donc les cartes diamantées. Moi, j'ai la carte 400 et la carte 600 que j'ai assemblées sur un bout de bois. Alors, à l'occasion, à main levée, m'arrive de retoucher, de rafraîchir un tranchant ou des fois les deux. On a aussi quelques limes. Là, vous ne les voyez pas. Ce sont des limes au diamant encore. Elles sont de grain 600. Même chose. À l'occasion, je peux aller retoucher l'intérieur d'une gouge. Et puis, voilà. Ce sont des choses qui existent. Une autre étape d'affûtage qui existe et qui est facultative, c'est le polissage à la meule de coton. J'ai une meule de sculpteur rigide ici, j'ai une meule flexible ici. Le touret tourne dans cette direction-là et avec une pâte verte abrasive, on vient faire le polissage de nos tranchants. Très pratique dans des opérations très délicates et très très fines. Vous savez que ça existe, mais nous, on n'est pas rendu là. Tracer, mesurer, ce sont des opérations que les tourneurs font régulièrement. Voici quelques accessoires et quelques aides qui seront bénéfiques. Les gabarits de cercle. L'avantage des gabarits de cercle, c'est qu'on peut les placer sur une pièce pour aller à la scie à ruban. Et même si la pièce n'est pas plate, bien, on peut faire le travail pareil. Des fois, on a besoin d'établir des diamètres, faire des transferts de mesure. Vous aurez besoin d'un pied de coulisse. Encore une fois, ça c'est pratique parce que justement, on peut barrer l'outil et on peut faire des transferts. On peut marquer les pièces de bois, établir des diamètres, très pratique. Et puis on a aussi, justement, quand lui est rendu au bout, on a des grands compas de diamètre. Donc moi ici, je crois que c'est le moyen. Puis donc pour les diamètres, on a ça. Les compas d'épaisseur permettent de mesurer justement l'épaisseur des pièces.
Celui-ci est le compas martel, je l'ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Donc, je peux aller mesurer l'épaisseur de ma pièce de bois, m'assurer que tout est beau. Et ce compas-là est extrêmement versatile. Puis, comme ça. À l'été 2023, j'ai fait un stage avec André et on a fait ensemble ce vase. Particularité, André, lui, il fait ses vases avec un pied qui est évidé. Et puis, à un moment donné, il a sorti son compas. Et puis, je crois qu'il avait changé les branches. Genre... comme ça, je crois. Donc, vous voyez la configuration. Et puis, il est allé mesurer. Alors, dans le plus profond du vase, là, ici, là, on a ça d'épaisseur. On avait encore de la place. Mais quand même, c'est pas tous les compas qui sont capables de lire les choses comme ça. Compas martel, un absolu. À l'occasion aussi, on veut mesurer la profondeur d'un objet qu'on est en train de tourner. Une simple tige, filetée dans mon cas. Alors, je mets tout simplement ma tige dans le fond et avec mon pouce, je viens faire une butée. Et ainsi, comme ça, je peux venir voir s'il me reste encore de la place à travailler ou si je suis arrivé à la fin. Alors, très pratique. Un petit gabarit d'angle fait maison. Alors, avec mon rapporteur, j'ai tracé les angles 65, 40 et 25. J'ai découpé ça dans mon petit truc. Et puis, à l'occasion, si je veux vérifier l'angle de mes outils, eh bien, je suis capable de faire la vérification. Très pratique. Alors, petite ambiance urbaine et changement de décor pour la partie suivante, le bois lui-même. Donc, est-ce qu'au tournage, il y a des espèces de bois qui sont écartés d'emblée? Oui, tout ce qui est conifère, ce ne sont pas des bois à tourner, on laisse de côté. Nous ferons une exception. Quand on va faire nos exercices, je vais vous proposer d'utiliser du bois de construction non traité, parce que c'est relativement peu dispendieux. Et dans un morceau, on a beaucoup de pratique à faire, alors on fera ça. Il nous reste donc les feuillus. Et encore une fois, les feuillus ne sont pas tous égaux. En arrière de moi, j'ai un petit pommetier. J'ai déjà tourné du pommier. C'est un arbre qui, la fibre, elle est très tordue. Bon, c'est pas un obstacle, mais faut maîtriser l'affûtage. À l'arrière de la caméra, j'ai un lilas. J'ai déjà essayé de tourner du lilas et ça n'a jamais marché parce que le bois fendille beaucoup trop vite. Pour l'instant, ce n'est pas un sujet d'inquiétude ou de recherche tellement. Notre priorité numéro 1, c'est de s'approprier le tour à bois, ses outils et l'affûtage. La qualité du bois, ça suivra en temps et lieu. Le bois, c'est une matière vivante. Elle est comme nous. Elle a une période de croissance, de vieillissement et de mort. Et selon ce qui est disponible chez vous, vous pourriez avoir du bois qu'on dit échauffé, c'est-à-dire qu'il est malade. Alors, il y a quelques semaines, j'ai tourné dans du bois échauffé. Remarquez ici, on avait, je crois que ça devait être une branche, et la fibre ici n'est absolument pas la même là. On remarque des couleurs. C'est pas tellement ça ici, là, ça c'est du bel échauffé. En fait, c'est l'arbre qui est malade. Puis lorsqu'on tourne, ben, y a pas, faut être attentif, porter nos protections de poussière. Puis ça existe, on peut le faire. Ce sont des pièces agréables à tourner. En tournage, on parle souvent de bois vert ou de bois sec. Un bois sec, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est un bois qui a maintenant le même taux d'humidité interne que son environnement. C'est ce qu'on appelle un bois sec. Ça ne veut pas dire que si on a un appareil pour mesurer l'humidité, que les chiffres sont à zéro, pas du tout. C'est que le bois a arrêté de perdre son eau, sa sève. Comment on fait pour savoir qu'un bois est sec, par exemple? En fait, c'est ce qui arrive avec cette pièce-là.
Elle est au séchage dans mon garage. Et puis, ici, j'ai écrit juin 2024. Mon erreur, j'ai oublié de la peser. J'ai une balance dans mon garage et donc, on pèse la pièce, peut-être une fois par mois. Et puis, dans le fond, elle devient de plus en plus légère parce qu'elle évapore son eau. Et à partir du moment où elle ne perd plus, elle garde son poids, eh bien, on estime que la pièce est sec, c'est-à-dire qu'elle est en équilibre avec l'environnement. Du bois vert, c'est l'inverse. C'est un bois qui a été fraîchement coupé. Par fraîchement coupé, on peut parler de quelques jours, quelques semaines. On peut y tirer jusqu'au mois, ça peut aller là. Alors, c'est quoi l'intérêt du bois vert ou du bois sec? Le bois sec permet de faire un projet de A à Z dans la même journée, dans la même semaine. Donc, on s'installe autour, on tourne la pièce, on fait le ponçage, on fait la finition, on laisse sécher et la pièce est prête. Le bois vert, c'est une autre manœuvre. Je vous ai parlé que c'est un bois qui a été fraîchement coupé. Et puis, donc, par nature, la fibre sera beaucoup plus tendre. Et c'est une fibre qui est spectaculaire à trancher. Je vous mets quelques images de mes vidéos passées sur lesquelles je travaille sur du bois vert. Voyez plutôt. Lorsqu'on tourne du bois vert, qu'on s'apprête à tourner du bois vert, il faut prendre une décision. L'option 1, on fait une ébauche, c'est-à-dire qu'on fait un projet, mais qui n'est pas complet. Cette pièce-là encore est une ébauche. J'ai tourné un gros bol, le tenon est encore là, j'ai pas de finition de fait aucune, puis elle est au séchage. Et c'est déjà visible un peu, vous remarquez qu'elle devient ovale. Lorsqu'elle aura atteint son point d'équilibre, que la pièce sera sèche, je vais la réinstaller autour. Et puis là, avec mes gouges, je vais terminer, faire la forme finale. L'ovale va disparaître. Je vais refaire le cercle à l'extérieur et à l'intérieur. On va enlever de l'épaisseur ici. Ensuite de ça, je vais tourner le tenon. Et puis la manœuvre pourrait prendre 1 an. Donc, je pourrais, par exemple, laisser cette pièce-là dans le garage et l'année prochaine, en juin 2025, je pourrais faire le tournage. Quand on tourne du bois vert, ça, c'est l'option numéro 1, on fait une ébauche. Option numéro 2, en bois vert, on tourne le projet au complet, mais ce seront des projets minces. Par mince, j'entends des parois probablement de 3, 4, 5 mm possiblement. On fait toute la pièce. On la monte autour, on la tourne, on la ponce et elle va sécher naturellement. Elle va se déformer et elle va être ovale. Je vous montre quelques pièces que j'ai qui ont subi ça. J'aimerais vous montrer cette pièce-là. C'est une pièce qui a été tournée verte. Je l'ai laissée sécher dans l'atelier naturellement. Elle a une épaisseur de 5 mm. Elle est devenue ovale. Et puis, c'est une belle réussite. Il me reste à mettre l'huile dessus, puis je suis bien content. Presque le même scénario ici. On n'est pas tout à fait ovale, mais j'ai oublié de faire le ponçage à l'intérieur. Donc, j'ai des traces d'outils. Et là, parce que je suis mince, on ne peut pas remonter ça autour. Et ça m'est arrivé à 2 reprises dans ma carrière de tourneur de faire exploser des pièces, littéralement, parce qu'elles avaient séché, elles étaient croches, et j'avais essayé de.
Pourquoi les grosses pièces n'exploseront pas? Ben justement, c'est que j'ai du gros diamètre, une bonne épaisseur, je suis à plus de 10 mm, peut-être 12. Alors quand ça va tourner et que je vais enlever de la matière, c'est tellement résistant que ça explose pas. On ne tourne pas une pièce ovale, mince, à nouveau. C'est ça. Dans mes petites expériences, j'ai tourné une pièce verte, mais je l'ai laissée épaisse. Et je l'ai mise au séchage dans mon garage. Ça a donné ça. Voilà. Le séchage du bois vert, c'est toujours un peu expérimental. La règle absolue, c'est que pour éviter le fendillement, le bois vert doit sécher le plus lentement possible. Une stratégie des plus économiques consiste à prendre le projet de bois, à le mettre dans un sac papier avec des copeaux qui viennent du même projet et on ferme le sac. Et ce que ça fait, c'est que ça crée un microclimat. Le sac, il n'est pas imperméable, il laisse échapper l'humidité, mais c'est très lent. Et à l'occasion, par exemple, une fois par semaine, on ouvre le sac, on mélange les copeaux et le projet, on referme ça tranquillement. Et puis, ça, c'est une des stratégies. J'ai fait l'expérimentation dans mon garage de laisser les pièces à l'air libre. Dans le cas des ébauches, ça fonctionne bien 4 fois sur 5. Si je voulais la perfection, probablement que ce serait le sac de papier dans le garage avec les copeaux. Et puis voilà. Mais c'est toujours un peu expérimental. Même un projet tourné mince, on devrait, je crois, le mettre dans un sac. Si le bois vert sèche trop vite, il va craquer. Plusieurs ont expérimenté la méthode de séchage au micro-ondes pour les pièces minces. Personnellement, je vais m'abstenir de tout conseil de quoi que ce soit parce que je ne l'ai jamais fait, je ne peux pas vous conseiller là-dessus. Cependant, les informations sont disponibles sur YouTube et c'est à vos risques et périls. Assurez-vous d'avoir toutes les informations et d'être certain de votre affaire avant de faire cette opération. Je crois qu'un tourneur est toujours un peu à la recherche d'une bonne solution pour sécher son bois. Toutes sortes de choses existent sur Internet. C'est un peu paradoxal. Le bois vert est extrêmement plaisant à tourner et des fois, il faut prendre plus de temps pour le séchage. Le bois sec, c'est le fun à tourner, pas autant que le bois vert, mais en même temps, le projet il est prêt là. On va changer de décor maintenant. J'ai besoin de vous faire des dessins. On va parler maintenant de l'anatomie d'une pièce de bois. En tournage, là, qu'est-ce qu'il faut mettre de côté et qu'est-ce qu'on peut garder et ce genre de détails. Donc, on retourne en atelier. Alors, c'est ma petite table à dessin. Alors, voici une pièce de bois vue de haut. Ça, c'est le cœur. Et tout de suite, on vous informe que le cœur, c'est l'ennemi du tourneur. Pourquoi? Parce que quand la pièce sèche, elle ne sèche pas à égalité partout et elle se fendille. Et le fendillement, on n'aime pas ça. Alors, lorsque vous débitez une pièce de bois, vous voulez laisser le cœur à l'extérieur. Alors, supposons que ces lignes-là sont les lignes de scie à chaîne. Et puis, on a donc ces parties-là. Bon, généralement, je dis bien en toute simplicité, là, on peut avoir, par exemple, ici, ce qui sera un bol. Et normalement, le bol serait dans cette direction-là. Si on souhaite avoir un bol qui a une bordure en écorce, eh bien, le bol va être tourné dans cette direction-là. Ça existe, ça se fait. Autre scénario, dans les deux cas ici, vous pourriez avoir des... bon, je nomme des projets, là. C'est des... on pourrait avoir des boîtes. Les moulins à poivre, pas le moulin,
poivrière et salière pourraient être tournées là. En même temps, ici, on n'est pas obligé d'avoir des bols. On peut avoir des bonnes pièces comme ça ici. On pourrait avoir des pièces comme ça. Comme ça. Alors, par exemple, j'ai une pièce de bois qui est comme ça. C'est exactement ça qui est arrivé. Je ne sais pas si ma caméra va le prendre. Vous voyez les anneaux et le cœur, là, il serait à peu près ici. Si vous faites le débitage vous-même, je vous encourage à ne pas vous approcher du cœur le plus possible. Parce que ici, là, il y a des zones de fragilité. Et c'est pas souhaitable. Maintenant, si on suppose que vous avez des pièces comme ça, alors scénario numéro 1, vous avez débité, vos pièces ont une certaine longueur, et puis elles ne sont pas prêtes à tourner tout de suite. Je vous encourage à sceller les bouts. Et pour ça, vous pouvez prendre votre vieille peinture qui ne servira plus. Vous appliquez la peinture sur le bout, ça va empêcher le bois de sécher. Vous pourriez, moi j'utilise des chandelles que je fais fondre avec un chalumeau et je scelle mes embouts comme ça. L'entreposage de bois à tourner, moi je vous recommande dehors. Je vous recommande à un endroit ventilé. Je vous recommande un endroit où il y a de la lumière indirecte. Autrement dit, le soleil ne tape pas sur le bois, mais il y a de l'éclairage. Je ne sais pas pour l'hémisphère sud de la planète Terre, mais dans l'hémisphère nord, le soleil ne va jamais au nord. Et j'ai déjà fait ça dans une vidéo dans ma chaîne. J'avais reçu du bois, on m'avait donné du bois, je l'ai tout débité selon ça ici. J'ai scellé les embouts et je l'ai mis en dessous de ma galerie. Le dessous de ma galerie, c'est de la roche. Ensuite de ça, lorsqu'il mouillait, ben, il mouillait sur le bois. Et j'ai eu 2 ans. J'ai tourné des pièces 2 ans plus tard. Et j'avais pas beaucoup de fendillement. Quand on est tourneur, on devient très à l'affût de notre environnement. Si on entend une scie à chaîne travailler dans le coin, on va aller voir tout d'un coup qu'on pourrait ramasser une pièce ou 2. Et puis, qu'est-ce qui vaut la peine d'être ramassé pour un tourneur? Je mets de côté tout ce qui est le bois tout à fait en bio, là, ça je laisse ça de côté, mais les branches qui ont la forme d'un V, ça c'est la lettre V, mais c'est-à-dire une branche qui aurait ce truc-là, là. Alors, habituellement, les gens qui font la taille d'arbre vont venir couper ici, vont venir couper là, puis couper là. Ici, là, cette zone-là, eh bien, c'est un bois qui sera très figuré. Si vous avez la chance de ramasser des branches en V, eh bien, gardez-les précieusement. Probablement faites le scellage des extrémités et gardez ça. Si vous avez la chance également de ramasser, bon, je vais dire là, mais il y en a plusieurs, c'est la racine. Ça aussi, c'est du bois qui est tout tordu. Moi, personnellement, j'en ai jamais tourné. Je reste à l'affût. Habituellement, les gens qui font le travail là, d'élagage, les racines, hein, ils passent ça dans une espèce d'outil qui enlève la souche, en fait, et les racines sont détruites. Mais si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, c'est quelque chose à ne pas jeter au feu.